Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus à cette dernière session de cette RICAI 2017. Je suis Manuel Etienne, infectiologue. Et moi, je suis Geneviève Herry, bactériologiste, PUPH en bactériologie à Brest. Bonjour à tous. Alors la question est très très simple. Peut-on hiérarchiser les antibiotiques selon leur impact sur le microbiote? Je pense que la réponse est peut-être un petit peu plus complexe. La question est vraiment simple. C'est vrai que, que ce soit à l'échelon individuel ou pour la rédaction de recommandations, on essaie toujours d'évaluer maintenant l'impact sur le microbiote. Alors on le fait vraiment en tant que clinicien à la louche, en étudiant le spectre ou la capacité à générer des infections à Clostridium, mais peut-être que maintenant on a des outils de plus en plus précis qui vont permettre de moduler tout ça. C'est donc la question à laquelle nos orateurs vont répondre. Et donc pour commencer, nous allons commencer donc par les aspects techno qui sont vraiment très importants pour ce nouveau critère de jugement finalement. Et donc j'ai le grand plaisir d'accueillir Julien Taff, qui est un élève de Joël Doré, qui travaille actuellement à Danone et qui va donc nous présenter ce sacré challenge qui est de mesurer l'impact sur le microbiote. Bonjour à tous. Je remercie le comité scientifique de m'avoir invité pour vous parler un peu de microbiote. Alors du coup, on m'a confié une mission, c'est d'essayer de vous expliquer comment en fait on peut mesurer l'impact. Alors moi je dirais l'impact plus généralement d'une perturbation, mais je vais essayer d'avoir un fil rouge sur les antibiotiques, sur le microbiote et en quoi en fait, quels sont les challenges qui sont derrière. Alors du coup, je vais diviser ma présentation en trois parties. Les deux premières parties vont être introductives de la troisième. Donc pour moi, il y a trois grands challenges. Il y a un challenge, on va dire, méthodologique, techno, et un challenge sur la temporalité, et un challenge en fait sur les questions de l'écologie microbienne qui sont importantes pour le microbiote. Alors, le challenge méthodologique, en fait, on dit comment mesurer l'impact. Donc, ça veut dire qu'il faut être confiant dans cette mesure. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les points critiques qu'il peut y avoir dans la méthode pour mesurer le microbiote. Alors déjà, je commence par un petit peu de définition, parce qu'il peut y avoir un petit peu des moments un peu où on peut confondre un peu les termes. Alors déjà, le microbiome, c'est l'habitat du microbiote, donc, qui inclut ces facteurs biotiques et abiotiques, donc l'intestin, la peau, la bouche, etc. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont présents dans le microbiome, donc dans un environnement bien défini. Et enfin, le métagénome, c'est la collection de génomes et de gènes des membres de ce microbiote. Alors parfois, il y a une confusion entre métagénome et microbiome. Voilà, donc même dans les articles scientifiques, donc il faut essayer de faire attention à ça. Alors l'approche métagénomique, donc pour l'étude du microbiote, c'est relativement facile maintenant. C'est-à-dire qu'on collecte des échantillons, on extrait l'ADN, on séquence les librairies, et enfin on obtient des lectures. Et on peut rajouter une étape intermédiaire où on va amplifier un gène spécifique, en l'occurrence, par exemple, le gène qui code pour l'ARN 16S, et on peut ensuite faire l'analyse. Mais par contre, ce qui est très important, c'est qu'en fait, chaque étape de ce processus peut être impactée par le protocole utilisé. Et donc maintenant, en fait, il y a eu énormément d'études qui ont évalué chaque étape du processus, comment ça pouvait biaiser en fait la mesure du microbiote. Et donc, pour cela, si vous n'êtes pas spécialisé dans l'analyse du microbiote, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire conseiller sur chacune de ces étapes. Et puis bien sûr, en fait, si jamais il y a une des étapes qui n'est pas bien maîtrisée, en fait, vous aurez beau faire toutes les analyses bioinformatiques et statistiques derrière, en fait, on n'arrivera jamais vraiment à corriger les effets. Et donc, dans ce processus, on est plutôt proche d'un standard. Il y a eu un comité international qui a réfléchi sur comment évaluer plusieurs protocoles et qui propose en fait un standard d'analyse pour le microbiote.
Maintenant, l'analyse métagénomique, donc en fait, une fois qu'on a obtenu les lectures, les séquences, comment on peut se dépatouiller avec tout ça? Donc on a plutôt des approches supervisées et des approches non supervisées. Donc supervisées, en fait, on prend les lectures et puis on va rechercher des équivalents dans les bases de données. Donc ça peut être donc les grandes bases de données ou des bases de données de gènes de résistance aux antibiotiques, etc. Donc là, on obtient des hits et puis on va les analyser. L'approche non supervisée, c'est en fait, à partir des lectures, on va les assembler comme des Legos, on obtient des contigues, des fragments contigus, et ensuite, à partir de ça, on va détecter des gènes, et ces gènes, on va les annoter, donc en fonction des bases de données disponibles. Ensuite, là, on a tout un processus où on va filtrer, on va les regrouper, on va partitionner, et on va obtenir en fait des modules fonctionnels, des espèces, des sous-espèces, des gènes, des gènes annotés, non annotés, etc. Donc tout ça, ça va être différents objets qu'on va obtenir à partir de l'analyse métagénomique. Là, dans ce cadre-là, on a une sorte de consensus méthodologique, mais on est loin d'un standard. Donc c'est en fonction, en fait, finalement, de l'objectif de l'étude qu'il va falloir bien réfléchir sur le protocole d'analyse qu'on peut effectuer. Et enfin, la partie, finalement, à mon sens, la plus complexe, la plus difficile, c'est une fois qu'on a ces objets métagénomiques, donc ça peut être des espèces, des sous-espèces, etc., c'est de le mettre en association avec les métadonnées de votre étude clinique. Et là, en fait, le problème, c'est que ces données de microbiote, en fait, ce sont des données creuses. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous obtenez une matrice de résultats, il y a énormément de zéros à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle des matrices creuses. Et donc, vous ne pouvez pas appliquer des statistiques standards, ANOVA, etc. Donc, il faut des statistiques vraiment adaptées à ce genre de données. Et aussi, il y a un autre volet statistique qu'il faut utiliser, c'est tout ce qui est apprentissage machine, parce qu'en fait, on est dans des larges données. Donc, on a finalement peu de patients qu'on va étudier et énormément de variables. Et donc, pour cela, il faut utiliser ce qu'on appelle l'apprentissage machine ou machine learning. Et là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de standard. Chaque laboratoire va utiliser un petit peu ses propres techniques analytiques. Il peut y avoir vraiment des différences à propos de ça. Et donc, grâce, par exemple, à l'apprentissage machine, on a pu associer en fait le microbiote et diverses maladies. Donc, par exemple, on a pu classer les individus en fonction s'ils avaient une grande diversité ou une faible diversité et relier ça à des paramètres métaboliques. Par exemple, on peut classer des individus qui ont un cancer du côlon ou en fonction du stade d'avancement dans le cancer. Et ça, en fait, on a répété cet exemple dans le cadre de l'obésité, la malnutrition, diabète de type 2, etc. Mais comme vous le voyez, en fait, là, on ne va pas mesurer l'impact du microbiote, on va juste faire des associations, des corrélations, et c'est souvent, en fait, finalement, quelque chose de long terme, puisque le développement d'un cancer, le développement de l'obésité, c'est quelque chose qu'on va voir sur le long terme. Et donc, je rentre dans mon deuxième challenge, qui est plutôt la temporalité. Est-ce qu'on regarde du long terme, du court terme? Et donc, tout ça, en fait, ça va impacter, finalement, l'analyse qu'on va faire avec le microbiote. Donc, vous connaissez un petit peu cette carte, hein. On a la carte des USA avec le taux de prise d'antibiotiques et puis le taux d'obésité correspondante. Donc là, on va faire l'association entre antibiotiques et obésité, et sachant qu'on arrive à faire l'association microbiote et obésité. Mais là, en fait, on est vraiment dans un aspect de long terme. Et comment on fait pour mesurer le microbiote? Est-ce que le microbiote a vraiment un rôle à jouer dans l'apparition de l'obésité avec la prise d'antibiotiques? Donc du coup, comment on va essayer de mesurer l'impact du microbiote au cours de la vie? Et donc là, vraiment, c'est un challenge à long terme. Parce qu'à chaque étape de la vie, que ce soit in utero, avec l'acquisition du microbiote, la diversification quand on est enfant, ensuite, adulte, on a une stabilisation, on a des phénomènes de résilience, de résistance aux perturbations extérieures, et puis en fin de vie, une altération de ce microbiote. Donc, par exemple, je prends un exemple ici, on a plusieurs classes d'antibiotiques qui peuvent traverser le placenta. Quel va être l'impact que ça peut avoir sur le microbiote? Quand on compare naissance voix basse, naissance par césarienne, souvent associée avec une prise d'antibiotiques, on a plusieurs déjà études qui font la relation entre le microbiote, la diversité et le mode.
Alors, il y a une étude qui a regardé, mais de manière transversale, on ne va pas suivre un individu, pour l'instant, on n'a pas suivi un individu tout au long de sa vie, qui a comparé en fait des populations amérindiennes, africaines et états-uniennes. Et donc, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau... donc là, vous avez un graphique avec le nombre, la diversité du microbiote, et en abscisse, en fait, au cours de la vie, l'âge. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'au moment de la diversification, on n'a pas vraiment de différence entre les Américains, les Amérindiens et puis les Africains. Par contre, en fait, ce qui va se passer, c'est que donc les Américains ici, ils sont illustrés en bleu, et vous avez les populations amérindiennes et du Malawi qui sont en rouge et en vert. Et en fait, vous voyez que globalement, en fait, les Américains ont moins de diversité que les deux autres populations. Donc, qu'est-ce qui va expliquer cela ? Est-ce qu'il va y avoir une affectation en fait, de la diversité au cours de la vie ? Et quels sont ces facteurs ? L'alimentation, une prise d'antibiotiques plus importante. Donc, en fait, finalement, quand on va commencer à faire des associations entre l'impact du microbiote, comment on mesure l'impact sur le microbiote, ça va être des associations vraiment à long terme, et ça va être juste des associations. On ne va pas pouvoir trouver de cause à effet. Alors, je vais citer deux exemples de changements sur le microbiote sur le long terme. Donc, l'acquisition de gènes de résistance suite à la prise répétée d'antibiotiques. Donc, ça, je laisse Étienne vous faire un exposé plus important là-dessus. Ou sinon, en fait, ce que je viens de vous exposer, la réduction de la diversité du microbiote, une instabilité de la composition du microbiote sur le long terme, et pourquoi pas aussi le basculement d'un état du microbiote sain à un état du microbiote dysbiotique. Donc le problème, c'est que ces impacts en fait, sont spécifiques de l'individu et de son microbiote, et donc on a besoin en fait, d'une approche un peu plus empirique et écologique, où on va mesurer de manière répétée en fait, finalement, l'impact d'un perturbateur, donc antibiotique par exemple, pour comprendre comment le microbiote répond et établir plus des relations de cause à effet. Donc c'est plus difficile à faire sur le long terme, mais c'est quelque chose qu'on peut faire à court terme. Alors comment on mesure une perturbation écologique du microbiote ? Alors en fait, on peut schématiquement définir deux états du microbiote, un état eubiotique, donc on va dire un état sain, et un état dysbiotique où on a un microbiote, on va dire, dégradé. Donc là, j'ai pris un exemple avec une forêt, donc on a un écosystème, on va dire, plutôt sain. On a un perturbateur, donc là, ici, c'est un feu de forêt. Et là, on va analyser finalement la capacité de résistance. Donc on peut essayer de reporter ça sur le microbiote, la capacité de résistance à un perturbateur. Ensuite, la forêt dévastée. Là, on va mesurer la capacité de résilience de cette forêt à revenir soit dans un état sain, soit dans un état dégradé. Donc si on reprend schématiquement, on a par exemple un schéma où vous avez un individu qui a sa propre histoire, vous le suivez dans le temps, il va avoir une perturbation, ça peut être donc des antibiotiques ou régime alimentaire particulier, et puis finalement il va rester dans son état stable. Mais un autre individu peut avoir cette perturbation et basculer dans un état dysbiotique. En termes de perturbations, on a plusieurs types de perturbations. Donc là, par exemple, c'est à mon sens une des plus longues études qui a été faite sur le microbiote. On a pris deux sujets seulement, on va dire, qu'on a suivis sur 300 jours. Et en fait, on a évalué deux types de perturbations. Un des sujets, en fait, avait une perturbation, on va dire, continue, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait un voyage à l'étranger pendant 2 semaines, donc avec un régime alimentaire différent, etc. Donc, il a eu une perturbation de son microbiote, mais il est revenu à la normale. Un autre sujet a eu une diarrhée aiguë, il a eu un traitement antibiotique, et lui, par contre, en fait, il a eu une perturbation plutôt courte, une pulsation, on va dire, et lui, par contre, il a eu un changement d'état suite à cette prise d'antibiotiques. Donc, qu'est-ce qu'une perturbation ? Déjà,
Donc on a des perturbations courtes, des perturbations continues. Donc par exemple, une perturbation en termes de pulsation, ça peut être une prise d'antibiotiques. Ou continue, c'est au cours de la vie, c'est-à-dire on change de régime alimentaire, faire quelque chose d'assez sur le long terme. On va ensuite avoir une réponse. Donc cette réponse, ça va être la résistance à cette perturbation et la résilience, c'est-à-dire la capacité à revenir à l'état initial. Et en conséquence, vous avez soit, si vous êtes revenu à l'état initial, donc il n'y a pas eu de changement, on parle d'homéostasie. S'il y a eu un changement dans un état alternatif, là, s'il est néfaste, on va parler ici de dysbiose. Donc, je vais vous schématiser un petit peu les différents états alternatifs qu'on peut observer avec le microbiote. Donc là, vous avez un schéma, 2 axes. L'axe des abscisses, ça va être la puissance de la perturbation. L'axe des ordonnées, ça va être l'état écologique du microbiote. Et là, par exemple, vous avez, on a fait subir une perturbation à un microbiote, il revient. Donc là, on parle d'écosystème qui a été résistant. Là, vous avez un écosystème, un microbiote qui a dévié, donc il n'a pas été résistant, mais par contre, il revient à l'état initial. Donc là, il est non résistant, mais il est résilient. Et on a un autre type d'état qui peut arriver, c'est-à-dire qu'il va y avoir une perturbation, et là, cette fois-ci, même si on arrête la perturbation, le microbiote va basculer dans un autre état. Et donc là, on parle de transition critique, de phénomène d'hystérésie. Alors, comment on mesure l'état écologique du microbiote? Vous avez la diversité. Donc, vous pouvez avoir un microbiote riche et divers, un microbiote riche mais peu divers, un microbiote qui est plutôt pauvre en espèces, mais peu divers également. Et on a vu qu'en fait, ces deux facteurs pouvaient être associés à différentes maladies, mais surtout, on a vu qu'un microbiote qui était plus riche en espèces était censé être plus stable et plus résilient aux perturbations. Sinon, on a aussi l'existence d'espèces bimodales, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que certaines espèces, en fonction qu'elles soient présentes ou absentes, on a pu voir qu'elles étaient, par exemple, associées au régime alimentaire ou associées avec l'âge, par exemple. Et donc, le fait qu'il y ait ces notions de bimodalité dans la distribution de ces espèces, elle peut être finalement associée à différents états alternatifs du microbiote. Donc là, par exemple, je vous montre deux exemples. Un exemple où on a pris des individus qu'on a mis sous régime, on va dire, plant-based, ou alors sur régime animal-based. Et là, en fait, on a mesuré finalement si la diversité de leur microbiote avait changé au cours du temps. Et en fait, on a pu mesurer avec des mesures répétées dans un suivi longitudinal à quel point l'ampleur en fait, de la perturbation du régime animal-based. Ici, vous avez eu un individu où on a suivi dans le temps après une prise de ciprofloxacine. Et en fait, on a vu pareil avec la bêta-diversité où on peut voir finalement l'ampleur en fait, de la perturbation dans le microbiote. Donc là, ici, on a eu une altération du microbiote, mais on n'a pas observé, par exemple, de phénomène où le microbiote a basculé dans un état alternatif. Donc, est-ce que, par exemple, on pourrait induire expérimentalement en fait, une transition critique? Donc là, par exemple, c'est le type d'étude qu'on pourrait mener pour évaluer finalement l'impact d'un antibiotique, par exemple. Donc là, ici, c'est pas un antibiotique, c'est du DSS, mais on pourrait faire un peu la même chose avec différentes prises d'antibiotiques. Donc on a pris 70 rats, et puis on les a suivis sur 90 jours, et on a fait une mesure de microbiote tout au long de ces 90 jours. Et pendant 30 jours, avec des pulsations, en fait, on leur a donné du DSS. Et à la fin, on a évalué le score histologique. En fait, on a détecté, comme dans le microbiote humain, on a détecté des espèces bimodales. Et aussi, on a regardé en fait, l'importance de chaque espèce dans l'écosystème, dans la variation globale en fait, qu'on peut observer au niveau du microbiote. Et en fait, on a détecté que, par exemple, ici, on avait Akkermansia présenté à la fois une bimodalité, donc c'est-à-dire que parfois elle était très présente, parfois absent. Et ensuite, c'était le genre bactérien qui pouvait vraiment varier le plus possible entre les rats. Donc du coup, on l'a sélectionné comme un indicateur de l'écosystème. Et en fait, on a pu en fait,
observé les 3 profils que je vous ai présentés jusque-là, des profils résistants au challenge, des profils résilients, donc qui ont changé d'état mais qui sont revenus à l'état initial, et puis des profils non résilients, où en fait on a eu le franchissement d'un état critique, et finalement, 30 jours après qu'on ait arrêté finalement le DSS, les rats en fait ont vraiment une chute de Akkermansia et ce n'est pas revenu à l'état initial. Mais est-ce que finalement le fait de basculer dans cet état alternatif en fait est néfaste physiologiquement pour le rat? Et en fait, on a observé que si on prend le score histologique, les rats qui étaient non résilients en fait, ont eu un score beaucoup plus néfaste en termes de score histologique. Donc du coup, mes messages principaux de cette étude, de cette présentation, c'est déjà les 3 challenges. Donc déjà, être sûr des méthodes qu'on utilise pour mesurer le microbiote. Bien réfléchir au suivi longitudinal, long terme versus court terme. Comment on mesure une perturbation dans un écosystème complexe. Donc pour cela, en fait, il faut prendre en compte que les données, ce sont des données creuses, très larges, donc il faut avoir des outils statistiques qui soient adaptés. Ensuite, en termes d'indicateurs, on a la richesse, la diversité. Regardez si on a des espèces bimodales présentes ou absentes. Et on peut regarder finalement, face au challenge, si on a des phénomènes de résistance, est-ce qu'on a de la résilience, et si en fait on bascule dans ces états alternatifs avec une transition critique et un effet néfaste sur l'autre. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup de cette présentation de grande qualité scientifique qui pose bien, je pense, les paramètres et les questions et les concepts. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Donc moi, j'ai une question très candide. Est-ce qu'on peut réussir à définir une normalité et une variation de la normalité? Parce qu'on veut mesurer un impact. Vous dites très bien qu'on a des variations au cours du temps. Et c'est vrai que si on se pose dans la perspective de l'évaluation d'un traitement antibiotique, de l'impact d'un traitement antibiotique, c'est difficile de savoir dans quel état on aurait été, enfin comment on définit une normalité, une variation de la normale. Alors là, par exemple, j'ai pris l'exemple chez le rat. On a vu que finalement, Akkermansia, c'était par exemple un genre bactérien qui était systématiquement présent. On a en moyenne des valeurs qui se situent autour de 10% du microbiote. Et par contre, on a observé qu'avec ce challenge, on pouvait aussi avoir soit une diminution de 100 fois et voir en fait si effectivement cette espèce elle est plutôt présente ou plutôt absente. Et donc, c'est ça qui a fait qu'on peut définir finalement une cible pour représenter l'écosystème en fait une sorte de valeur qui nous permet de représenter la représentative de l'écosystème. Ensuite, en termes de variation, par exemple, chez l'homme, on a à peu près le même type d'indicateur, par exemple comme Faecalibacterium, qui lui, en fait, dès qu'il va y avoir une inflammation, va quasiment disparaître ou passer sous les radars de détection. Donc ça peut être finalement un représentant de l'écosystème sain du microbiote. Ensuite, en fonction finalement de la diète, etc., on va avoir finalement plusieurs états alternatifs du microbiote, mais qui peuvent être sains aussi. Donc c'est ça qui nous reste finalement à définir quel est finalement le microbiote sain d'un individu. Ma question concernait, est-ce qu'on peut prédire qui sera résilient ou résistant? Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent indiquer justement, face à un élément perturbateur, qui... Alors c'est une question tout à fait pertinente, en fait, mais l'objectif par contre c'est d'avoir effectivement un design qui permette de répondre à cette question. Donc là, quand on fait une étude un peu comme ça en préclinique avec des rats, on les suit dans le temps et on va pouvoir finalement prédire grâce au microbiote baseline ce qui va se passer ensuite derrière. Donc effectivement, oui, en fonction du microbiote initial, on peut prédire
quel est l'état, comment le microbiote ici du rat va répondre à la perturbation. Par contre, chez l'homme, pour l'instant, j'ai pas vu d'études similaires parce qu'en fait, en termes de logistique, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un suivi comme ça dans le temps. Là, ici, dans cette étude-là, c'est plus une preuve de concept où on a suivi le microbiote du rat sur 90 jours. Avec, en tout, on a fait une douzaine de mesures. Chez l'homme, il faudrait avoir des études un peu contrôlées pour mesurer comme ça l'impact. Il y a certains rats ici qui ont basculé au bout de la première dose de DSS, alors que d'autres vont basculer au bout de la troisième. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir ce suivi un peu longitudinal. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place pour l'étude du microbiote. On t'oublie pas, Tristan. Frédéric Barbu. Quand on fait la transplantation de microbiote fécal, pour l'instant, on a montré que jusqu'à 6 mois, on pouvait conserver finalement le microbiote du donneur chez le receveur. Est-ce que vous pensez qu'on peut changer définitivement un microbiote humain et le conserver ad vitam aeternam sans avoir de phénomène de résilience? Alors là, j'ai deux niveaux de réponse. Premièrement, en fait, le fait qu'on conserve ce microbiote fécal sur 6 mois, ça peut être très dépendant de l'individu, parce que parfois, en fait, on a simplement un rejet. Et d'autre part, en fait, ce qui a été observé, donc pour l'instant, il n'y a eu que 2 études, hein, c'est quand même assez récent, c'est que en fait, chaque individu en fait, a ses propres souches par espèce. Et en général, c'est une souche très dominante par espèce. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce cadre-là, l'individu va finalement acquérir l'écosystème du donneur, donc c'est-à-dire la composition en espèces du donneur, mais au fur et à mesure du temps, ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, les souches originales du receveur en fait, vont remplacer celles du donneur. Et là, par contre, je n'ai pas d'élément de réponse de savoir est-ce que finalement, les fonctions de ces nouvelles, des souches originales, on va dire, vont recréer finalement l'écosystème plutôt sain ou plutôt dégradé. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant. Au fond, s'il vous plaît. Ouais. Bonjour, Tristan Ferry, je suis infectiologue à Lyon. Est-ce qu'il y a des données concernant les probiotiques sur leur efficacité potentielle en utilisant ces types d'analyses? Alors, j'avais promis de ne pas parler de probiotiques. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais pour continuer sur ton image du feu de forêt, on pourrait voir le probiotique comme un contre-feu. Alors effectivement, pour rien vous cacher, c'est effectivement ce qu'on essaie de mesurer à Danone, c'est-à-dire on va regarder en fait des écosystèmes qui, enfin c'est des personnes, hein, mais on regarde des écosystèmes perturbés et puis on voit effectivement si on peut avoir un aspect plutôt prévention ou un aspect plutôt, je dirais pas curatif, mais qui permette la résilience au moins. Là, en l'état actuel, il n'y a pas il n'y a pas de papier, d'études scientifiques qui ont fait cette mesure longitudinale sur le microbiote qui permet finalement de mesurer efficacement l'effet d'un probiotique sur l'écosystème. Donc je peux pas répondre sur le fait que ce microbiote, est-ce qu'il revient à la normale ou pas. Pour l'instant, on n'a pas fait ces études-là. Ah, alors, pourquoi ça ne marcherait pas? Non, mais moi, ça fait que 3 ans que je suis chez Danone, donc je suis très, je questionne aussi beaucoup sur ce qui sur les études. En fait, je pense que sur le microbiote, les études n'ont pas été bien faites dans le sens, enfin pas bien faites, mais en fait, on a regardé un point avant, un point après, et on regarde, on n'a pas regardé vraiment si au niveau longitudinal, si en fait on avait des variations qui permettent de revenir à l'état initial. Donc ça c'est des choses que, en termes de design, on n'a pas vraiment regardé. Donc après, là, si la question est sur l'état physiologique de l'individu, là, en fait, il y a plusieurs papiers qui montrent des modes d'action, mais pour l'instant, en termes d'output clinique, là, non, il n'y a pas eu de papier clair qui montre une issue favorable. Voilà.
J'ai une question, merci Julien. J'aime beaucoup toutes ces approches d'écologie microbienne. C'est un petit peu mon éducation. J'ai une question sur les biomarqueurs. Tu as parlé de F-Pro comme un bon biomarqueur a priori de l'état basal des patients. Et donc par rapport à la question de l'effet de l'antibiothérapie, est-ce qu'il y a des biomarqueurs universels, quel que soit le type d'antibiotique, ou est-ce qu'il faut vraiment varier ces biomarqueurs, type Akkermansia ou d'autres que tu pourrais nous citer, en fonction du type d'antibiotique ou du type de perturbateur? Alors là, par exemple, si je devais évaluer finalement l'impact, hiérarchiser la prise d'antibiotiques, l'impact sur le microbiote, ce que je prendrais en premier lieu, ce serait de mesurer finalement la richesse et la bêta-diversité, donc c'est-à-dire en fait la mesure de son microbiote par rapport à lui-même dans le temps. Et donc là, on peut mesurer des amplitudes d'effet. Et donc, ces amplitudes d'effet nous permettraient finalement de hiérarchiser l'impact des antibiotiques sur l'écosystème et d'une manière macro. Ensuite, il faudrait effectivement avoir quelques espèces clés, donc comme Faecalibacterium, Akkermansia et d'autres, Prevotella, etc. Et là, on pourrait en fait effectivement mesurer aussi l'impact spécifique de ces antibiotiques sur ces différents types de marqueurs. Là, pour le coup, je pense à Faecalibacterium parce que clairement, en cas d'inflammation, que ce soit de bas grade ou de haut grade, en fait, c'est un des premiers qu'on voit chuter. Donc, ce serait ce serait intéressant de l'utiliser aussi comme biomarqueur dans ce cadre-là. Par contre, pour les autres, ça reste ouvert, honnêtement. Merci beaucoup. Merci. Le moment de passer la parole à Étienne Ruppé, qui rentre d'exil en Suisse pour rejoindre l'équipe de Bichat et qui va nous parler des apports de la métagénomique. Merci beaucoup Manuel, merci beaucoup Geneviève et merci pour l'invitation. Merci aussi à Julien d'avoir introduit quelques concepts de ma présentation. J'ai beaucoup de slides, donc ça va me faire gagner un petit peu de temps. Et donc moi, je vais essayer de résumer, si c'est bien ce qui m'a été demandé, ce que peut apporter la métagénomique dans la question qui est posée, c'est-à-dire de comprendre l'impact des antibiotiques sur le microbiote intestinal, qui est effectivement une question complexe, et on va y ajouter finalement des outils aussi complexes. Alors juste un très bref rappel, comme Julien en a quand même beaucoup parlé. Déjà la métagénomique, et j'y ajoute aussi le 16S, nous ont permis déjà de mieux appréhender le microbiote intestinal. Du coup, les trois messages clés que je voudrais faire passer, c'est que le microbiote intestinal comporte un très très grand nombre de cellules bactériennes. C'est à peu près l'équivalent du nombre de cellules qu'on a, de cellules eucaryotes qu'on a. Et une notion très importante, c'est que les pathogènes dans ce microbiote intestinal sont sous-dominants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à ces concentrations-là, on va le revoir tout à l'heure. Il y a aussi une très grande diversité d'espèces dans ce microbiote intestinal, on estime à plusieurs centaines d'espèces et probablement plutôt plusieurs milliers. Et un autre point, c'est que dans ces centaines, voire milliers d'espèces, eh bien, on en cultive très peu et on sait en cultiver encore très peu. Alors, je n'ai mis pas forcément unculturable, mais hardly culturable, c'est-à-dire qu'on ne le sait pas forcément encore. Et donc, un des moyens de représenter cette diversité, c'est ce catalogue de millions de gènes. La dernière version, sur 1263 c'est ça, individus, a trouvé quasiment 10 millions de gènes. Alors, qu'est-ce que peut nous apporter donc la métagénomique, finalement, comme indicateur à partir desquels on pourrait mesurer des effets, notamment l'effet des antibiotiques. Alors, Julien en a parlé. On peut regarder la diversité du microbiote, c'est-à-dire la façon dont sont réparties les espèces au sein de ce microbiote, mais pas seulement les espèces bactériennes. On peut aussi regarder les virus ou les levures, par exemple. La richesse en gènes ou en bactéries, c'est-à-dire cette fois le nombre absolu de gènes ou d'espèces uniques qu'il y a dans le microbiote. Vous voyez que les deux mesures ne disent pas forcément la même chose. Julien l'a très bien montré. On peut regarder, et là ça devient un petit peu plus technique, des espèces métagénomiques, c'est-à-dire qu'à partir des données de métagénomique, on arrive à reconstituer des espèces, des quasi-génomes en fait, ce qu'on appelle des métagénomic species. Et puis là récemment, alors c'était déjà un peu technique, mais là on a été encore plus loin dernièrement, les groupes qui font ça, notamment en Allemagne, ont trouvé, et les Américains aussi, carrément, vont au niveau de la souche maintenant, et plus seulement au niveau de l'espèce, mais vraiment au niveau des souches. Donc on peut analyser finement à partir de métagénomique les populations au sein d'une même espèce. Vous voyez, le niveau de résolution augmente en permanence.
Et puis pour revenir à la résistance aux antibiotiques, bien entendu, on peut aller regarder le contenu en gènes de résistance, mais ça, vous allez voir aussi, ce n'était pas forcément simple, ce qu'on appelle le résistome. Et donc, vous voyez, la métagénomique peut faire plein de choses, mais il y a aussi des choses qu'elle ne peut pas faire, et je pense que c'est très bien de les garder en tête. Et la chose qu'elle ne peut pas faire, c'est d'identifier les bactéries pathogènes qu'on connaît bien, les entérocoques, les entérobactéries, parce que très simplement, malgré les millions de rides que nous génèrent les séquenceurs, eh bien, ça manque de sensibilité. Alors pourquoi ? C'est parce que je vous ai dit, ces entérobactéries, ces entérocoques sont grosso modo chez les personnes et sujets sains de l'ordre de 17-18 CFU par gramme de sel, et que bien au-dessus d'elles, eh bien, on a beaucoup plus de bactéries anaérobies, principalement des phyla, Bacteroidetes et Firmicutes, et que quand on fait du séquençage, eh bien, on séquence plutôt la partie dominante, et donc on voit très bien ces bactéries-là, mais on voit très mal ces bactéries-là, et ces bactéries-là, c'est pourtant celles qui nous intéressent en termes de résistance, et je ne parle même pas des bactéries multirésistantes qui, on l'avait montré chez les sujets sains, sont plutôt en sous-dominance elles-mêmes des entérobactéries ou des entérocoques, par exemple. Donc ça, clairement, si on veut faire du séquençage pour détecter les gènes de résistance, ce n'est pas une bonne idée. Et Nathalie l'a bien montré, Nathalie Graal, au sein du laboratoire, dans un travail qu'elle a publié récemment, où là, vous voyez ici le compte de bactéries par gramme de sel qui portait la BLSE, c'était des CTXM, et ici, vous voyez la détection ou non en métagénomique du gène CTXM, et que vous voyez qu'en gros, pour détecter les CTXM, il faut qu'il y en ait quand même une certaine quantité. Et vous voyez que dans certains sujets, malgré le fait qu'on ait quand même un grand nombre, une grande concentration de BLSE en culture, eh bien, on ne les détecte pas en métagénomique. Donc maintenant, pour ce qui est de la question, on a bien vu un petit peu les différents marqueurs qu'on pourrait utiliser pour regarder l'impact des antibiotiques sur le microbiote. Donc on représente cette slide, alors on la représente souvent parce que c'est un travail un peu pionnier finalement de l'effet des antibiotiques sur le microbiote intestinal. C'est le travail de Detlefsen qui a été publié maintenant il y a quelques années. Et il a très bien montré à travers il y avait, je crois, 3 sujets dans l'étude, je me souviens bien. Et là, vous voyez le nombre d'OTU, donc en gros la richesse, ici l'indice de Shannon, et vous voyez qu'à chaque prise de ciprofloxacine, qui est un antibiotique qui est réputé pour avoir des concentrations intestinales assez fortes, vous avez des perturbations qui sont très importantes, et vous voyez que le sujet a du mal à revenir à la normale. Julien a parlé de ça, de résilience, qui prend un petit peu de temps. On l'a vu dans une étude qui a été publiée récemment, publiée du groupe de l'INRA en collaboration avec la start-up d'Avolterra. Alors on va regarder pour cette slide-là que les courbes du haut, que la courbe du bas, pardon. Là, c'était les sujets en rouge qui prenaient de la moxifloxacine, qui a également des concentrations intestinales assez élevées. Et vous voyez ici l'indice de corrélation de Sperman, c'est-à-dire finalement à quel point l'échantillon qui est ici ressemble à la baseline. Et 0,7, c'est grosso modo que l'échantillon ressemble beaucoup à l'échantillon précédent avant antibiotique. Et vous voyez que les contrôles en gris, il y a un petit drift quand même du microbiote, on s'éloigne au fur et à mesure, mais très doucement du prélèvement initial à baseline. Et les sujets qui prennent de la moxiflo, eux, très rapidement, le microbiote change par rapport à la baseline. Et vous voyez qu'il il est quand même très différent, plus différent que chez les sujets contrôle. C'est-à-dire qu'on a du mal à revenir à l'état basal. On regardera les courbes suivantes un peu plus tard dans la présentation. Et puis alors là, on va encore plus fort sur les antibiotiques, puisque c'est des sujets ici qui entrent en réanimation à Utrecht, aux Pays-Bas, et qui prennent, vous savez que c'est en standard care là-bas, ils prennent la décontamination digestive, donc qui est faite d'une pâte de colistine, de tobramycine et d'injection de céfotaxime IV pendant 4 jours. Donc autrement dit, on bombarde le microbiote d'antibiotiques. Alors on veut tuer les pathogènes, mais à côté de ça, il y a des dommages collatéraux qui sont ici mesurés par l'indice de diversité de Shannon. Et vous voyez ici, il y a un petit nombre de sujets, mais les effets sont quand même assez hétérogènes, mais vous voyez quand même qu'il y a une chute drastique de la diversité chez ces sujets, c'est dur à dire. Alors qu'à côté de ça, vous aviez un groupe contrôle de sujets sains qui ont été suivis, et vous voyez que là, il n'y a pas vraiment de souci. Les sujets conservent un microbiote qui est bien divers. Je reviens sur le travail de Nathalie Graal, où elle avait regardé l'impact l'imipenem sur des sujets. Et vous voyez dans cette analyse en composantes principales, alors comment ça s'interprète, moi à mon petit niveau, je regarde si les points sont rapprochés entre eux, ça veut dire qu'ils se ressemblent, et plus ils sont éloignés, plus ils sont distants. Et ce qui est intéressant, c'est que si normalement l'imipenem avait des effets, eh bien les points ne clusteriseraient pas les différents points effectués chez les sujets. Or, vous voyez que là, les points ils clusterisent, ils sont ensemble au sein du sujet, c'est-à-dire que finalement, les prélèvements, qu'il y ait de l'imipenem ou qu'on soit à distance de la prise, ils clusterisent entre eux, ils ne s'éloignent pas. Et ce qui tend à dire que l'imipenem a un effet très modeste sur le microbiote, en tout cas tel que mesuré par métagénomique.
Donc une fois qu'on a identifié, qu'on a regardé un petit peu nos espèces bactériennes, c'est vrai qu'on aime bien aussi regarder les gènes de résistance aux antibiotiques. Et là, si vous avez un petit peu remis les différentes informations bout à bout, eh bien vous allez me dire, on ne va pas trouver beaucoup de gènes de résistance conventionnels dans le microbiote, puisque les bactéries pathogènes conventionnelles sont sous-dominantes. Et effectivement, donc on s'est un peu cassé les dents, notamment avec Julien à l'INRA, pour trouver des gènes de résistance dans le microbiote, parce qu'on savait que les bactéries en aérobie en avaient des gènes de résistance, mais ils étaient très différents, les bactéries, de ceux qu'on connaissait. Donc on a fait une méthode un petit peu compliquée, dont je vous épargnerai les détails ici, sinon qu'elle se base sur la 3D, sur la structure et non pas sur la séquence. Et du coup, on a trouvé beaucoup de gènes de résistance, ou du coup, on a prédit beaucoup de gènes de résistance dans le microbiote intestinal, un petit peu plus de 6000. Et puis donc Julien s'est amusé à regarder dans la cohorte de métaïtes, donc les 663 individus, pour voir si les gens, vous savez, il vous a parlé un petit peu d'entérotype, je ne sais plus si tu en as parlé, mais les gens, en gros, si on séquence tous les gens, ils sont toujours dans un état d'entérotypes. Il y a 3 entérotypes principaux selon les répartitions des principales familles bactériennes. Et donc, du coup, avec les mêmes méthodes, il a regardé si c'était la même chose avec les résistotypes, à savoir est-ce que les proportions de gènes de résistance chez les gens, classés en famille ici de gènes de résistance, permettaient de stratifier les gens. Et effectivement, il a réussi, moi j'ai pas fait grand-chose, à stratifier les gens en 6 résistotypes principaux, selon donc les abondances des différentes familles. Et donc on a continué, on s'est amusé, une fois qu'on avait trouvé nos 6000 gènes, on a aussi regardé, en fonction de la richesse en gènes, on n'est pas en espèces, c'est encore plus fin que les espèces, la richesse en gènes, vous voyez, c'est des centaines de milliers de gènes, et on a regardé comment cette richesse, qui est une bonne richesse, est corrélée à un bon état de santé, et pouvait être corrélée à l'abondance des gènes de résistance. J'insiste bien, c'est l'abondance, c'est pas la richesse en gènes de résistance, et ça c'était un petit peu surprenant, on ne s'attendait pas à ça. Eh bien on a une corrélation positive, c'est-à-dire que plus le microbiote est riche en gènes, plus les gènes de résistance sont abondants. Donc voilà, c'était un peu curieux. On a validé ça sur une autre cohorte, la cohorte Evotard. On retrouve bien cette relation linéaire. Et puis sur la même cohorte Evotard, mais de sujets qui avaient pu prendre des antibiotiques, vous voyez qu'on ne retrouve plus du tout cette relation. Vous voyez, on a des sujets, j'y reviendrai, qui avaient pris des antibiotiques de manière chronique et d'autres qui prenaient des contaminations digestives. Donc là, cette relation était cassée. Et si on regarde un petit peu plus en détail cette relation, vous voyez ici, sur les box plots du haut, l'abondance relative des gènes de résistance qu'on a prédit, et puis en bas, ce sera la richesse. Dans ce groupe-là, c'est des sujets qui entraient dans le service de médecine interne à Beaujon et qui ne recevaient pas d'antibiotiques. Vous voyez à l'admission et à leur sortie, vous voyez que ce soit la richesse ou l'abondance des gènes de résistance, ça ne bouge pas. Ici, vous avez des sujets qui prennent à des contaminations digestives. À Utrecht, en rentrant, d'ailleurs, c'est un peu les mêmes patients qui ont été vus sur l'étude précédente, mais vus sous un autre angle. Et là, vous voyez que l'abondance des gènes de résistance a tendance un petit peu à chuter. Alors, bon, c'est vrai qu'on pourrait se dire les antibiotiques vont sélectionner les gènes de résistance, mais on pense qu'avec la colistine d'un côté, la tobramycine, le céfotaxime de l'autre, finalement, il y a une éradication des populations bactériennes et de leurs gènes de résistance en même temps, à moins que la bactérie soit vraiment résistante aux 3. Alors qu'à côté de ça, vous voyez que la richesse, elle diminue vraiment drastiquement. Donc ça rejoint les observations faites par nos collègues danois. Et puis, quand on prend cette cohorte de sujets, qui eux étaient des sujets mucoviscidosiques, vus sur un point à Madrid, on n'avait qu'un échantillon, on les a comparés avec des sujets français qui n'avaient pas pris d'antibiotiques. Et là, vous voyez qu'on a une corrélation, on a une relation qui est inversée, c'est-à-dire qu'eux ont une abondance relative extrêmement importante de gènes de résistance, ça on pouvait s'y attendre, c'est-à-dire qu'à force de prendre des traitements antibiotiques, on a une sursélection des bactéries résistantes, et à côté de ça, une richesse en gènes qui est diminuée. Donc vous voyez en fait 2 types de relations différentes quand on prend des antibiotiques, si c'est de façon très aiguë ou de façon chronique. Un petit tour maintenant dans les fermes. Ça, c'est une étude qui est en pré-publication, qui est une très grosse étude du consortium européen EFFORT. Ils ont regardé le résistome de 181 fermes de production de porc et 178 de fermes de production de poulet de 9 pays européens. Et il y a vraiment des résultats qui sont très intéressants. Le premier, c'est que le résistome des porcs et des poulets n'a absolument rien à voir. Les deux sont vraiment très clairement séparés. Et l'autre observation intéressante, c'était que les résistomes, ils pouvaient être séparés en fonction des pays. Il y avait une espèce de gradient comme ça de répartition. Et naturellement, ils ont regardé comment les pays se répartissaient en fonction de leur usage des antibiotiques par rapport au kilo de viande. Et vous voyez que là, on explique les différences entre les pays. Vous avez une relation qui est assez jolie entre l'abondance des gènes de résistance du résistome et la consommation d'antibiotiques par pays. C'est les consommations nationales. Et que ce soit chez les porcs ou chez les poulets, on retrouve ce même type de relation. Voilà, la métagénomique peut
nous aider à mesurer l'effet des antibiotiques sur le microbiote intestinal, mais peut aussi nous aider à mesurer les effets des interventions pour justement essayer de prévenir l'effet des antibiotiques sur le microbiote. Donc ça, c'est la firme Synthetic Biologics qui produit une bêta-lactamase recombinante qui est dérivée de celle de Bacillus subtilis. Et l'idée, c'est de prendre cette bêta-lactamase en même temps qu'on prend des bêta-lactamines au niveau du microbiote intestinal pour qu'elle dégrade la bêta-lactamine au niveau du microbiote. Et donc, vous voyez sur cette analyse en composantes principales, ça, c'était des porcs. Et vous avez les porcs en pré-traitement ici, les porcs qui prenaient la rocéfine. Alors, ce n'est pas un grand nombre de sujets, mais vous voyez que globalement, les microbiotes sont assez différents de la baseline, alors que là, quand vous avez des porcs qui prennent la rocéfine plus leur bêta-lactamase recombinante, eh bien, ils clusterisent avec les sujets à baseline. Donc, ça montre bien que la ribaxamase a protégé le microbiote de l'effet des bêta-lactamines. Je reviens à cette figure puisque le principal objectif de ce travail était de voir si, cette fois, en utilisant non pas une bêta-lactamase, mais du charbon activé, on pouvait neutraliser l'effet de l'amoxiflo au niveau du microbiote intestinal. Donc, toujours le coefficient de corrélation de Spearman en ordonnée, les différents points ici. Donc vous voyez la courbe amoxiflo, je vous la remontre une autre fois, qui était vraiment, qui montrait un effet très fort de l'amoxiflo sur le microbiote. Et vous avez ici les sujets qui prenaient l'amoxiflo plus le charbon activé. Vous avez quand même un petit effet par rapport au sujet contrôle, c'était non significatif, mais vous, en gros, grosso modo, vous voyez qu'il n'y a pas un effet aussi prononcé que l'amoxiflo. Donc le charbon activé a bien protégé le microbiote intestinal de l'effet de l'amoxiflo, et ça c'était très bien visible en métagénomique. On peut aussi montrer l'effet d'intervention comme la transplantation de matériel fécal. Ici, alors ça c'était des travaux qui avaient été faits chez les souris, c'est des cultures de VRE, et vous voyez que quand on donne à ces souris, du PBS, mais en gros le VRE s'installe très bien. Si vous donnez une culture aérobie de sel, les VRE se portent comme des charmes. Par contre, quand vous administrez à ces souris une culture anaérobie de sel, eh bien du coup les VRE disparaissent, et c'est la même chose quand on fait une transplantation. Alors quand on regarde maintenant ça entre guillemets par métagénomique, ça c'était fait chez des sujets qui recevaient une transplantation fécale parce qu'ils avaient une infection récurrente à Clostridium difficile. Vous avez en ordonné le nombre de gènes de résistance par individu, alors avec la limite que ça a été recherché par des méthodes standards, donc il n'y a pas beaucoup de gènes de résistance. Vous voyez, chez les donneurs, on en a quand même très peu. Nous, on en avait 6000, avec une moyenne quand même de plus de 1000 par individu. Là, il y en a quand même très peu. Et vous voyez, avant la transplantation, chez ces sujets, on a un nombre qui est quand même plus important. Donc là, on arrive à voir des bactéries résistantes. Et puis après transplantation, on revient à baseline, en tout cas au niveau du donneur, pour ce qui est du nombre de gènes de résistance par individu. Et enfin, c'est la dernière partie de mon intervention. La métagénomique peut aussi nous aider, en allant un petit peu plus loin, à identifier des bonnes bactéries qui pourraient nous aider contre les bactéries multirésistantes. Ça, c'est une très belle étude du groupe d'Eric Palmer à New York, qui avait pris des données de 16S, des données chez des sujets humains qui avaient une infection ou pas à Clostridium difficile, également des données d'un modèle murin, et ils ont identifié avec ça les meilleurs candidats qui antagonisaient l'infection à Clostridium difficile. Donc ils ont cultivé ces bactéries-là, les 4 meilleures bactéries, et vous voyez qu'en administrant dans un modèle murin du Clostridium difficile, en administrant du PBS, le Clostridium difficile finalement se maintient relativement bien. En administrant un consortium de 4 de ces bactéries qu'ils ont identifiées, vous avez une chute des concentrations de Clostridium difficile, et puis leur meilleur candidat, qui était Clostridium scindens, finalement avait un effet significatif, mais beaucoup plus modeste. Vous voyez que finalement, on avait besoin de donner un petit peu de bactéries. Donc ça, c'est un hommage à Julien, le Danone, avec le Clostrivia. C'est une idée de marketing, si tu veux t'emparer, mais je pense qu'ils ont déjà vendu à une autre boîte. Et toujours le même groupe, qui ont publié récemment un consortium de 4 bactéries anaérobies qui collaborent ensemble pour éradiquer les entérocoques résistants à la vancomycine, toujours dans l'intestin de souris. Et vous voyez qu'avec cette combinaison de ces 4 bactéries-là, eh bien, les VRE, finalement, sont éliminés rapidement. Donc c'est vraiment l'illustration de l'effet barrière du microbiote, mais vraiment vu cette fois à l'échelle de la souche. Et je vous passe un petit peu les détails de ces expérimentations, mais en mettant les souches individuellement, ça ne marchait pas aussi bien. Et puis nous, à notre modeste niveau, on a regardé chez les sujets qui partaient en zone tropicale et qui acquéraient, on l'avait montré pour un grand nombre d'entre eux, des bactéries multirésistantes, principalement des Escherichia coli BLSE. Eh bien, on a regardé en 16S si on avait des différences de composition de microbiote chez les sujets qui éliminaient plus ou moins rapidement leurs bactéries multirésistantes. On avait observé qu'il y avait 80% des sujets après leur retour à 1 mois, qui perdaient leur BLSE, mais qui avaient des sujets qui étaient porteurs au long cours.
Et on s'est aperçu effectivement qu'il y avait chez les persistants un microbiote différent des sujets qui éliminaient rapidement leur BLSE, et que cette différence était retrouvée avant le début du voyage. C'est-à-dire que les gens qui partent en voyage sont tous au même risque d'acquérir une BLSE par rapport à leur microbiote, mais par contre, il y a des sujets qui vont éliminer spontanément plus vite leur BLSE que d'autres. On n'est pas égaux face à l'élimination. Voilà pour mes messages, mes conclusions. Donc, la métagénomique nous permet d'avoir vraiment de mesurer les effets très précis des antibiotiques sur le microbiote intestinal. Mais clairement, il ne faut pas considérer que la métagénomique est appropriée pour monitorer nos bactéries BLSE ou nos entérocoques résistants aux glycopeptides, ou même les gènes de résistance que l'on connaît. On a bien montré que les gènes de résistance du microbiote intestinal étaient très différents des gènes de résistance qu'on connaissait. La métagénomique, au-delà des effets des antibiotiques, peut nous aider aussi à mesurer les effets des interventions, ça c'était bien démontré. Et puis, dans les perspectives, l'idée c'est d'avoir encore plus de profondeur pour voir justement les différentes souches au sein des espèces, des rites plus longs, parce que c'est vrai qu'on se casse la tête à identifier, à reconstituer des grands puzzles avec des rites courts. Et puis comme c'est Noël, voilà, on peut demander au Père Noël un séquenceur long read du single cell sequencing, enfin des choses, voilà, mais qui devraient arriver bientôt. Merci pour votre attention, et je mets une dernière fois la pub pour notre conférence de métagénomique clinique à Genève, parce que je garde un petit pied en Suisse quand même, et beaucoup d'argent là-bas, les 18 et 19 octobre prochains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, Jean-Ralph Zard. Jean-Ralph, attends peut-être le micro, peut-être. Est-ce qu'on peut avoir une sorte de cartographie des populations en termes de microbiote? Est-ce que tu penses que, par exemple, le microbiote des Indiens est différent de celui des Moyen-Orientaux, qui pourrait par ailleurs expliquer le fait que certaines espèces ou certains clones sont plus successful que d'autres en termes de diffusion? Alors oui, les microbiotes sont différents selon les populations. Ça dépend surtout du type d'alimentation que tu vas avoir et de ton type de ton lifestyle quelque part. Donc les quelques données sur des populations de chasseurs-cueilleurs ou même nous les Guyanais dans Antoine Andremont ont des microbiotes qui sont différents des occidentaux. Donc ça c'est sûr. Donc je pense que plus on étudiera de contextes où les gens ont des habitudes très différentes des nôtres, on verra des différences. Et puis d'autre part, pour l'autre question, ça pourrait expliquer, même si on est juste en train de les identifier, en fait, les bactéries, si je comprends bien ta question, les bactéries qui sont associées au portage de BMR, avec les VRE ici, même si ce n'est pas très communautaire, peut-être pour les BLSE ici. Je ne sais pas à quel point ça joue par rapport à l'usage des antibiotiques qui n'est pas contrôlé dans ces pays-là et finalement au péril fécal. Je pense que c'est des facteurs qui sont peut-être plus secondaires. Donc, je ne pense pas que... spontanément, je dirais qu'il y a des facteurs environnementaux qui sont plus importants que le facteur microbiote. Pour finir sur juste l'histoire de l'acquisition chez les voyageurs, est-ce que tu as regardé les différences ethniques? Est-ce que quelqu'un, parce que je fais un parallèle avec la présentation de Julien tout à l'heure, est-ce que quelqu'un d'origine étrangère qui revient rencontrer sa souche initiale, est-ce que c'est son espèce initiale ou son clone initial, est-ce que c'est quelqu'un qui va garder plus longtemps sa BLSE? Alors nous, c'était des voyageurs, c'était pas des migrants. Donc c'était des voyageurs, mais on a... Ouais, mais toi, t'es plus vraiment... Ouais, Ce que tu veux dire, je ne sais pas. Ça, en tout cas, on n'a pas cette donnée. Nous, on n'a pas la donnée de, tu vois, si le patient, si le sujet, le voyageur revenait régulièrement, voyageait. On a les données de voyages fréquents, mais c'était plutôt des voyages. On avait très peu de voyageurs très fréquents comme ça, donc je ne crois pas qu'on puisse répondre à cette question. Sur le concept, pourquoi pas? Pierre Tadevin de Rennes, merci pour ce topo assez fascinant. Est-ce que tu as une explication sur l'impact très faible des PNM sur la diversité, là, ce que tu nous as montré rapidement? Non, c'était un peu curieux. Alors moi, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec l'équipe de Genève où j'étais. Mon voisin se cassait la tête pour essayer de trouver un effet de l'imipenem, mais il a remué dans tous les sens, il n'a rien vu. Alors le fait est que c'est assez compliqué parce qu'il y avait peu de sujets qui avaient que des PNM, il y avait des sujets qui avaient aussi d'autres traitements, mais qui auraient dû normalement encore plus créer un effet. La réponse qu'on aurait, c'est qu'il y a peu d'imipenem qui passent dans le tube digestif, l'excrétion serait faible.
L'autre hypothèse qu'on pourrait faire, comme celle qui a été vue pour la rocéphine, c'est que le microbiote intestinal est plein de carbapénémase. Et donc que l'imipénème pourrait se faire dégrader, que ça pourrait dépendre des sujets, parce que Laurence Armand avait montré, elle, en réanimation, que chaque jour d'exposition au carbapénème était un risque d'acquisition de BGN résistant à l'imipénème. Donc on voit bien que les deux résultats sont contradictoires. Alors voilà, peut-être qu'il y a une susceptibilité individuelle, c'est-à-dire que là, les sujets étaient peut-être un peu plus protégés, plus producteurs de carbapénémase, et que l'imipénème se faisait dégrader, que nous, on ne faisait pas d'effet. Alors que Laurent, sur une population qui était peut-être un petit peu plus importante, a pu voir des effets macroscopiques. Étienne, donc les deux approches sont manifestement complémentaires, mais dans ce que tu nous as montré, j'ai pas vu de comparaison d'antibiotiques. La question qu'on se posait en créant la session, c'était d'hiérarchiser. Donc je persévère un peu. Est-ce que dans des populations un peu comparables, on pourrait comparer des expositions? Non, alors là, pour l'instant, moi, je ne connais pas d'études qui auraient comparé comme ça des antibiotiques. On a plus vu des interventions, tu vois. Mais l'idée qu'on avait eue, c'était d'essayer de standardiser un peu, justement, pour qu'on puisse comparer des études, ce qu'on ne peut pas faire jusque-là. Parce que sinon, ça ferait vraiment un design d'études qui serait très compliqué, avec plein d'antibiotiques testés, plein de patients, et ça coûterait très cher. Et dans l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est que les nouveaux antibiotiques passent par une espèce de standard, comme ça, d'un protocole standard pour évaluer leur impact, avec des choses assez simples, comme montré par Julien, c'est-à-dire des effets sur la richesse, des effets sur la diversité, des mesures finalement qui maintenant deviennent assez acceptées et qui pourraient, pour un moindre coût finalement, être faites sur les nouvelles molécules et peut-être aussi sur les anciennes. Ça me paraît compliqué de tout faire d'un coup, en bloc, mais au moins de respecter un protocole standard. Donc ça, c'est probablement quelque chose sur lequel nous, on doit travailler, parce que finalement, c'est à nous de proposer ce genre d'idée. Et stratifier les patients selon tes résistotypes. J'ai découvert les résistotypes, je connaissais les entérotypes. Est-ce que ça aurait du sens de stratifier les patients selon les résistotypes? Ça, c'est ce qu'on voudrait faire. Ouais. C'est-à-dire qu'on a découvert ça, on ne sait pas quelles conséquences ça peut avoir. C'est l'hypothèse, parce que sur les bêta-lactamines, ça a été bien montré que les gens qui étaient très fortement producteurs de bêta-lactamase étaient plus protégés de l'exposition aux bêta-lactamines sur le microbiote. On ne sait pas du tout si c'est le cas pour d'autres types de molécules qui ont aussi une grosse excrétion. Peut-être que les gens qui ont plein d'hermes A et hermes B sont plus protégés sur l'exposition aux macrolides, ça on ne sait absolument pas. Donc maintenant qu'on a ça, on peut imaginer des designs d'études qui pourront répondre à ça. Mais on n'a pas encore fait ça. Par rapport aux perturbations et à la colonisation par des BMR, finalement, en absence d'antibiotiques, le microbiote n'a pas tellement de raison de différencier les résistantes des susceptibles. Donc, par exemple, dans le cas du voyage, est-ce qu'il y a une colonisation de BMR? Parce que finalement, au cours du voyage, il y a une perturbation du microbiome également, due au changement de régime alimentaire, de choses comme ça, et qu'il va y avoir à ce moment-là une colonisation éventuellement par des BMR ou des pas BMR. Donc, il va y avoir d'autres modifications qui peuvent être assez subtiles, et donc dans la flore sous-dominante qu'on ne va pas détecter, mais qui seront plus ou moins stables, plus ou moins, et donc en lien avec la modification du microbiome. Donc, par exemple, dans votre étude, tu as dit que initialement, le microbiome semblait différent pour ceux qui ont été colonisés au long terme. Est-ce que la modification, sans parler de l'état du microbiome, mais la modification du microbiome était différente? Non, alors en fait, on a regardé de façon longitudinale les 3 points qu'on avait, c'est-à-dire avant le départ, après le retour et 1 mois après. Et en longitudinal, les microbiotes ne bougent quasiment pas. Il y a pour tous les voyageurs et pour les 2 populations. C'est-à-dire qu'un voyage en zone tropicale impacte finalement assez peu le microbiote. Il y a une petite augmentation des Enterobacteriaceae qu'on peut voir, une augmentation de la diversité aussi. C'est-à-dire probablement on mange d'autres choses, on acquiert d'autres bactéries, mais c'est vraiment très modeste. Et donc, non, il n'y avait pas de modification particulière du microbiote. En fait, les microbiotes étaient relativement stables en cours du voyage dans les 2 groupes, chez les persistants et chez les non persistants. Et on voyait vraiment, alors pour rien vous cacher, on a aussi observé le même type de phénomène sur la diarrhée. C'est-à-dire que les sujets semblent il y a un microbiote qui est prédisposé à la diarrhée du voyageur, un microbiote qui ne l'est pas, avec une espèce, Prévotella copri, qui était assez abondante chez les sujets avant le voyage, qui augmentait un petit peu chez les sujets qui avaient eu la diarrhée pendant le voyage et qui revenait à baseline déjà encore assez élevé par rapport aux sujets qui ne faisaient pas de diarrhée, qui eux avaient des taux très très bas de Prévotella copri. Donc en fait, non, les 2 microbiotes semblent être, c'est 2 groupes de sujets différents, ils traversent le voyage sans vraiment évoluer, avec des modifications très modestes.
pas d'autres questions. Merci beaucoup, Étienne. On cède la parole à Victoire Delatour de l'hôpital Beaujon, qui est clinicienne et qui va nous dire un mot de l'évaluation clinique. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais passer à des choses beaucoup plus terre à terre, en essayant de vous donner quelques pistes de ce qu'on peut faire en attendant qu'ils nous trouvent plus de données et qu'on sache un peu mieux comment évaluer l'impact des antibiotiques sur le microbiote, en vous donnant donc un peu des données cliniques. Et encore, je vais vous montrer qu'il n'y en a pas énormément. Et puis, je vais surtout vous parler donc de culture, parce que, comme Étienne vous a très bien montré, finalement, la métagénomique, pour l'instant, n'est pas d'une grande aide pour nous cliniciens, pour nous dire qu'il vaut mieux utiliser l'un ou l'autre des antibiotiques. Alors déjà, je voulais juste qu'on se soit bien d'accord que les microbiotes, finalement, il n'y en a pas qu'un. On a beaucoup parlé du microbiote intestinal, mais je crois que nous, quand on prend en charge un malade dans son ensemble, il faut aussi penser aux autres microbiotes. Et les antibiotiques vont finalement avoir un impact également sur le microbiote nasal, sur le microbiote cutané, sur le microbiote oral, et éventuellement sur le microbiote urogénital. Alors on a essentiellement des données sur le microbiote intestinal, bien sûr, et c'est probablement quand même le plus important pour de nombreuses raisons sur lesquelles je vais pas revenir, mais je crois que c'est important quand même de ne pas oublier les autres. Et puis, je crois que c'est important aussi qu'on réalise qu'à chaque fois qu'on va prescrire un antibiotique, que ce soit pour une bonne ou une mauvaise raison, même une antibioprophylaxie, finalement, on va avoir un impact sur ces microbiotes et que ça va avoir finalement aussi un effet cumulatif. C'est quelque chose qui est très bien montré dans le Clostridium difficile. On sait qu'un patient qui fait une première infection à Clostridium difficile, s'il rechute une première fois, il est beaucoup plus à risque de rechuter de nouveau. Il devient ce qu'on appelle un rechuteur. Et ça, c'est l'effet clairement cumulatif de l'antibiotique qui lui a été donné sur le microbiote intestinal en l'occurrence. Et c'est quelque chose qu'on retrouve finalement très souvent également dans la multirésistance aux antibiotiques. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les doses, les posologies d'antibiotiques et les recommandations sur l'utilisation des antibiotiques qu'on utilise donc tous les jours ont été établies avant tout et seulement quasiment, on a très peu de données sinon, pour obtenir une efficacité microbiologique au sein du site de l'infection et pour limiter l'émergence de la résistance au site de cette infection également. Les antibiotiques n'ont jamais été dosés ni les posologies adaptées pour limiter l'impact de l'antibiotique en termes d'émergence de résistance dans les flores, dans les microbiotes dont on parle ici. Et donc, il faut avoir en tête ce problème, ce paradoxe finalement de la PKPD, et je vais y revenir, qui fait que les doses sont adaptées pour traiter l'infection et pour éviter qu'il y ait des germes résistants qui émergent dans le foyer infectieux, mais absolument pas dans les microbiotes. Et c'est un vrai problème, parce que je vais vous montrer qu'il y a des concentrations qui ne sont pas du tout les mêmes dans les microbiotes. Juste pour vous signaler que je vous parlais des différents microbiotes, dans ces microbiotes, il y a deux types de bactéries, des bactéries qui nous intéressent particulièrement, qui sont ces bactéries qui sont à la fois commensales, des grands commensaux comme le coli, comme les staph, à coagulase négative par exemple, et qui, vous le savez tous, sont également des grands pathogènes. Et donc ces bactéries qu'on porte tous sur notre corps vont être impactées systématiquement à chaque fois qu'on prend un antibiotique ou qu'on en prescrit un. Et il ne faut pas oublier qu'elles sont des pathogènes importants et que ça peut avoir des conséquences en termes de résistance qui sont très importantes. Alors, pour faire très schématique, vous avez vu les topos précédents qui étaient beaucoup plus précis que ça, mais ça, c'est vraiment schématique. C'est pour vous montrer un peu les deux axes sur lesquels je pense qu'il faut qu'on base notre réflexion quand on est clinicien et qu'on parle d'impact des antibiotiques sur les microbiotes. Ici, je vous montre un microbiote intestinal en l'occurrence, avec quelques bactéries résistantes qui sont en rouge, et puis une diversité importante et une richesse importante. Quand on expose le patient à une antibiothérapie, les bactéries résistantes vont être évidemment favorisées, vont proliférer dans ce microbiote, alors que les bactéries sensibles vont disparaître, et donc on a une perte de diversité très importante. Et puis l'état qui va nous intéresser le plus, c'est l'état de post-exposition qui est montré ici, où finalement on va arriver à un équilibre, où la diversité va être inférieure, et ça a été bien montré par les études précédentes, enfin les topos précédents, mais on va également avoir un enrichissement finalement dans ces germes résistants. Et donc si on veut diviser un peu notre mode de réflexion, on peut parler d'une part de problématiques d'émergence de la résistance, et ça très clairement on le verra par des méthodes de culture,
et puis de perte de la diversité et de l'effet barrière du microbiote intestinal. Il y a déjà eu des exemples qui vous ont été montrés, je vais vous en montrer d'autres. Et ça, évidemment, ça peut être mesuré par éventuellement la métagénomique, mais également par les conséquences cliniques de cette perte de diversité et de cette perte d'effet barrière. Donc, évidemment, l'infection à Clostridium difficile est un peu le prototype qu'on cite et qu'on donne toujours un exemple parce que c'est très clairement l'impact en termes de diversité qui est responsable des infections à Clostridium difficile. Et donc, pour résumer un petit peu ce dont je vais vous parler, l'impact écologique des antibiotiques va dépendre beaucoup de paramètres PKPD des antibiotiques, mais au niveau des microbiotes, puisque c'est de ça qu'on parle. Et donc, ça va dépendre des concentrations locales de l'antibiotique qu'il faut connaître, et on n'a pas beaucoup de données parce que c'est très peu étudié, mais c'est un point très important. Du spectre d'activité, évidemment, de cet antibiotique, des souches qui vont être présentes au niveau de ce microbiote, et je vous ai dit, on parle de plusieurs microbiotes différents. Donc ça, c'est vraiment des données de pharmacocinétique et de pharmacodynamie, mais qu'il faut adapter à l'étude des microbiotes. Et puis, ça va dépendre aussi de la capacité de résistance à la colonisation de ce microbiote, qui peut lui-même être perturbé par plein de choses, par les antibiotiques, bien sûr, que le malade a peut-être reçus avant, mais également par la pression de sélection de patients qui sont hospitalisés, par l'immunodépression, par des chimiothérapies, etc. Et puis, je vous ai déjà dit, mais ça va aussi dépendre du microbiote, mais chez un même sujet. Vous donnez un antibiotique à un malade, que si on voit des souches résistantes de staph émerger dans le nez, dans le microbiote nasal, mais pas de colis résistants dans le tube digestif, bon, ça fait une belle jambe d'une certaine manière, parce qu'il a quand même des souches résistantes dans le microbiote nasal, et c'est le même patient. Et donc, c'est quand même très important de regarder aussi ce qui se passe dans ces différents microbiotes. Alors, je vous montre cette diapositive qui est un très beau schéma fait par Étienne Ruppé, qui a été dans une revue qui a été publiée récemment. Ça, c'est l'idéal, c'est d'arriver à hiérarchiser les antibiotiques par rapport à leur impact selon la perte de diversité ou de richesse, les infections à Clostridium difficile éventuellement, qui finalement, ça c'est souvent lié, et puis l'impact en termes d'émergence de résistance et de colonisation avec des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques ou BLSE ou VRE. Ça, c'est ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est-à-dire vous donner une hiérarchisation. L'antibiotique A, il est mieux que les autres parce qu'il a peu d'impact sur ces différents aspects. Le B est moyen et le rouge est pire. D'accord ? Pour l'instant, malheureusement, on n'y est pas tout à fait et je pense qu'on en est à peu près là, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer d'y arriver. On a quelques données, mais qui restent pour l'instant assez succinctes. Alors, je vais reprendre un petit peu ces deux aspects. C'est une fois de plus très simpliste et pas forcément très défendable, mais ça permet un peu de poser les choses, pour vous parler d'abord de l'impact des antibiotiques en termes d'émergence de résistance. Ça, c'est un travail épidémiologique. Alors, les données qu'on a, il y a des données épidémiologiques, il y a quelques données expérimentales chez l'animal, il y a quelques données quasi expérimentales chez l'homme, où on regarde le microbiote évoluer en termes de résistance chez des patients mis sous antibiotiques. Je vais vous montrer quelques-uns de ces données. Mais on a également des données épidémiologiques qui ne sont pas inintéressantes, même si, bien sûr, le rapport de cause à effet n'est pas toujours évident et on peut toujours coller deux courbes l'une en face de l'autre et dire que l'une est liée à l'autre. Mais là, je crois que quand même c'est assez marquant. C'est un vieux travail que cite souvent Antoine Andremont, mais que je trouve assez parlant. Aux États-Unis, San Francisco, dans la fin des années 80, épidémie de sida. Tous les patients sida étaient mis sous Bactrim en prophylactique et donc ils ont vu une explosion de la consommation de Bactrim prophylactique dans l'hôpital. En parallèle, ils ont regardé le taux d'infection à entérobactéries résistantes au Bactrim. Et vous voyez que dans les barres noires, c'est les patients qui étaient hospitalisés dans des services sida, d'HIV. Et ils ont vu exploser de façon parallèle les infections à entérobactéries résistantes au Bactrim. On voit bien là l'impact direct de la prophylaxie par Bactrim sur les entérobactéries du tube digestif de ces sujets, qui ensuite faisaient des infections avec ces entérobactéries résistantes au Bactrim. Et vous voyez que dans les services qui n'étaient pas sous prophylaxie, il y a une petite augmentation, mais qui était beaucoup, beaucoup plus faible. Alors, un peu dans la même idée, vous savez tous qu'on dit qu'un patient qui a reçu une fluoroquinolone dans les 6 derniers mois ne doit pas être traité par une fluoroquinolone pour son infection urinaire. Ça repose sur des données, ici de l'ONERBA, mais enfin, il y a beaucoup d'autres données que j'aurais pu vous montrer, qui sont finalement très simples. Quand un patient a reçu des fluoroquinolones dans les 6 derniers mois, il refait une infection urinaire à coli en ville, il a 25% de chance d'avoir une souche résistante aux fluoroquinolones, alors que s'il en a pas reçu, on est à moins de 5%. Et ça, c'est bien l'impact de la fluoroquinolone qu'il a reçue avant, pour la première infection urinaire probablement, sur les entérobactéries de son tube digestif.
finalement, quand il refait une infection urinaire, c'est avec les colis du tube digestif, et donc c'est une souche résistante au fluoroquinolone. Je vous montre des données maintenant, je dirais quasi expérimentales. C'est chez l'homme, c'est chez des volontaires sains. C'est un travail qui avait été conduit par Bruno Fanta il y a à peu près 10 ans maintenant. 48 volontaires sains avaient reçu pendant 14 jours de la ciprofloxacine. Et on a regardé l'impact de ce traitement sur l'émergence de résistance chez les colis du tube digestif. Et vous voyez que là, ils ont reçu donc 14 jours de cipro. Et on a une émergence de résistance chez 30% quasiment de ces sujets sains, une fois de plus, c'était des volontaires sains, dans leur tube digestif. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'en plus, cette émergence de résistance a eu lieu 1 mois après la fin du traitement par ciprofloxacine. Finalement, pendant le traitement, vous voyez qu'il y a 3 sujets qui avaient des souches de très haut niveau de résistance au quinolone, mais qui ont d'ailleurs disparu, parce qu'on a fait d'autres travaux derrière, ces souches-là ont disparu. Mais par contre, c'est 1 mois après qu'on a vu le maximum de résistance. Et ça, c'est lié au fait que, comme vous l'avez déjà dit un petit peu, Étienne, les concentrations de ciprofloxacine et de quinolone en général sont extrêmement élevées dans le côlon. On est de l'ordre de 1000 à 10 000 fois les concentrations plasmatiques. Et du coup, il n'y a pas de place pour qu'il y ait de l'émergence de résistance pendant le traitement. Et c'est au moment où ces concentrations ont décru entre J14 et J42 que les souches résistantes ont pu émerger. Juste pour vous montrer que dans ce travail, on a regardé un autre microbiote qui est le microbiote oropharyngé et les souches résistantes à la lévofloxacine, donc les streptocoques. Et là, vous voyez qu'il y a 21% des sujets qui ont vu une émergence de résistance. Et cette émergence de résistance, cette fois-ci, a eu lieu pendant le traitement et non pas après, parce que les concentrations de lévofloxacine sont beaucoup plus faibles dans la salive, de ciprofloxacine sont beaucoup plus faibles dans la salive que dans les selles. Donc, vous voyez, j'approche un peu cette question de la PKPD, finalement, des antibiotiques au sein des microbiotes. Juste pour vous montrer qu'on avait regardé les concentrations de fluoroquinolone dans les microbiotes en fonction des CMI des espèces cibles qui nous intéressaient dans ces microbiotes. Vous voyez que pour les selles, si on prend Escherichia coli, on est à 5 logs des concentrations, enfin 5 logs au-dessus des CMI dans les selles pour la cipro, entre 3 et 4 logs pour les autres quinolones. On voit bien quand on regarde ça que finalement qu'on donne de la moxiflo, de l'oflo ou de la cipro, ça va probablement pas avoir une différence d'impact sur le microbiote intestinal parce que de toute façon les concentrations sont absolument énormes. En revanche, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la salive et des sécrétions nasales, on a des concentrations donc beaucoup moins élevées et quand on les rapporte au CMI, finalement la lévoflo et la moxiflo vont être quasiment au CMI. Alors que cipro et oflo vont être beaucoup plus bas. Ça, c'est lié essentiellement au fait que les CMI des streptocoques sont beaucoup plus élevés. Et puis, dans les sécrétions nasales, c'est pareil. Et donc, vous voyez déjà bien qu'on aura une différence. Alors, juste pour vous illustrer ça, on avait regardé chez des patients qui arrivaient en hospitalisation à l'hôpital Beaujon et à Saint-Louis à Paris les prévalences de résistance au fluoroquinolone dans les 3 microbiotes. Ils étaient élevés, ça c'est un premier message, et ils augmentent en 4 ans. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que la probabilité de porter des souches résistantes dans les 3 microbiotes à la fois était inférieure à 1%. Ce qui voulait dire que finalement, chaque microbiote se comportait de façon différente. Et d'ailleurs, les facteurs de risque d'être porteur de souches résistantes au quinolone étaient très différents d'un microbiote à l'autre. Alors, on s'est aussi posé la question de savoir s'il y avait une quinolone qui était moins sélectionnante. Je vous ai montré les données de concentration qui n'étaient pas très variées pour le tube digestif, donc c'est pas très étonnant. On n'a vu aucune différence. Ça, c'était dans un essai où on incluait tous les malades mis sous quinolone dans l'hôpital et on les prélevait avant, après et à distance du traitement. Et vous voyez qu'on n'a pas vu de différence entre la cipro et oflo et lévoflo qu'on avait mis ensemble. Malheureusement, on avait très peu de malades sous moxiflo, donc on n'a pas pu les comparer. Pour les staph et les streptos, de la même façon, les différences n'étaient pas significatives. Alors, je vais passer maintenant aux céphalosporines. Juste rapidement, vous savez qu'il y a tout un débat sur la ceftriaxone qui est concentrée dans la bile, qui a à peu près 20% d'excrétion biliaire, ce qui n'est pas le cas du céfotaxime, et donc potentiellement un impact plus important sur le microbiote intestinal que le céfotaxime. Juste pour vous dire que quand on prend des sujets dans le cadre de l'essai Evotard dont vous a déjà parlé Étienne, on a regardé chez 15 sujets qui ne recevaient pas d'antibiotiques avant d'arriver, qui n'en avaient pas reçu depuis 3 mois, qui n'avaient pas été hospitalisés depuis 1 an, donc des sujets les plus clean, entre guillemets, possibles arrivant à l'hôpital.
et qui était mis sous ceftriaxone en monothérapie. Donc, il n'y avait pas d'autres antibiotiques. On a vu chez quasiment un quart de 27% de ces sujets émerger des souches dans leur microbiote intestinal résistantes aux céphalosporines de 3e génération, essentiellement des AMC hyperproduites et dans un cas, une BLSE. On avait un groupe contrôle de 22 patients qui ne recevaient pas d'antibiotiques. Et ça, c'était pour enlever le bruit de fond de la transmission intra-hospitalière. Et là, on n'a vu aucune souche résistante émerger. Donc, je vous ai dit rapidement ce débat ceftriaxone-cefotaxime. On n'y répond pas avec ce travail-là, bien sûr, parce qu'on n'a pas comparé. Vous connaissez tous probablement ce travail qui a été fait par l'équipe de l'HEGP, où ils ont décidé en 2005 d'arrêter complètement l'utilisation de la ceftriaxone et de favoriser le cefotaxime pour la raison que je vous ai donnée, parce qu'ils avaient l'impression qu'il y avait beaucoup d'AMC hyperproduites et qui émergeaient. Et ce qu'ils ont montré dans cette étude donc épidémiologique, donc c'est toujours le problème de ces études épidémiologiques où il y a évidemment potentiellement des biais, mais quand même ils ont montré un ralentissement de cet accroissement extrêmement important des infections à entérobactéries avec des AMC chromosomiques inductibles, avec une stabilisation de la courbe qui est tout à fait intéressante. Juste pour vous dire que la vraie comparaison de ces deux molécules est en train d'être faite. Enfin, on va voir les résultats bientôt. C'est l'équipe du CIC de Bichat, de Xavier Duval et de Charles Burdet qui ont fait ça chez des volontaires sains. Ils les ont traités 3 jours par ceftriaxone ou cefotaxime dans un essai randomisé et ils ont regardé l'impact sur le microbiote en termes d'émergence de résistance et en termes de perturbation du métagénome et donc avec des données de métagénomique. Donc ça va être un essai extrêmement intéressant à regarder et à voir les résultats. Alors ça, c'est en fait, Étienne en a déjà rapidement parlé, mais c'est le travail, maintenant si on parle un peu des PNM de Laurence Armand en réanimation à Bichat, où elle a très bien montré que chez des gens qui arrivaient sans résistance au carbapénem en réanimation, il y avait une acquisition chez un certain nombre et que cette acquisition chez ces 36 patients, comparée aux 36 contrôles, était très fortement liée à la durée d'exposition au PNM. Et de façon intéressante, vous voyez que les autres antibiotiques, alors je n'ai pas mis tout le tableau, mais vous me croyez sur parole, les autres antibiotiques n'avaient pas d'impact. Donc on a vraiment l'impression que c'était un l'imipenem qui avait un impact sur cette émergence de résistance. Et vous voyez que même la pénicilline semblait presque protectrice, et probablement parce que ceux qui ne recevaient pas de pénicilline recevaient autre chose. Je vais passer rapidement parce que je vois que je suis un peu en retard. Juste pour vous parler rapidement de l'impact des antibiotiques en termes de perte de l'effet barrière. Donc qu'est-ce qu'on a comme données cliniques ? Je vous ai dit, le prototype de ça, c'est l'infection à Clostridium difficile. Et vous savez tous que dans l'infection à Clostridium difficile, il y a plein de facteurs de risque d'infection à Clostridium difficile. Il y a l'âge, il y a le fait d'avoir beaucoup de comorbidités, il y a le fait d'être hospitalisé, etc. Il y a le fait d'avoir pris des antibiotiques, évidemment, bien entendu, et c'est même majeur. Mais dans les grandes études de facteurs de risque, c'est très rare qu'on ait une hiérarchisation des antibiotiques suivant leur impact. Parce que finalement, c'est probablement perdu par le poids des autres facteurs de risque associés. Donc j'ai eu un peu de mal à trouver des choses qui décrivaient les classes antibiotiques. Il y a quand même quelques travaux, notamment celui-ci qui est chez des patients qui faisaient des infections à Clostridium difficile en ville, donc finalement qui avaient probablement moins de ces autres facteurs de risque, où là, ils se sont... c'est une grande méta-analyse avec probablement quelques problèmes méthodologiques, mais ils se sont quand même... ils ont osé faire une liste des antibiotiques et un diagramme qui montre une classification en fonction du risque d'infection à Clostridium difficile, avec la clindamycine qui sort en grand premier gagnant du risque d'être responsable d'infection à Clostridium, les céphalosporines avec les carbapénem en deuxième, ce qui fait un peu douter sur cette question, est-ce que les carbapénem ont ou non un impact sur le microbiote? Quand on voit ça, on se pose des questions, mais enfin c'est un vrai débat. Les quinolones qui se retrouvent là, mais vous voyez que les pénicillines se retrouvent ici. Dans le lot, il y a les inhibiteurs des bêta-lactamases qui nous étonnent un petit peu en tant que cliniciens, parce que quand même, l'augmentin est un bon pourvoyeur d'infection à Clostridium difficile. Donc, bon, c'est des études qui sont difficiles à faire. J'en ai trouvé une autre, publiée dans le JAC il y a quelques années, il n'y a pas longtemps. Alors là, c'est une méta-analyse, 16 000 patients, 13 études cas contrôle. Et vous voyez qu'ils font un ranking pareil, un ranking des antibiotiques selon le risque d'infection à Clostridium difficile, avec finalement des odds ratios, vous voyez, qui ne sont pas très élevés. Et probablement parce que les autres facteurs, notamment la durée de l'antibiothérapie, les associations, peut-être le fait que les malades soient hospitalisés, etc., sont également très, très importants. Et donc, bon, mais on retrouve, vous voyez, dans le groupe de tête, les céphalosporines, la clindamycine, les PNM.
Alors, en termes de résistance maintenant, quand on regarde les perturbations du microbiote et la résistance, Étienne, vous avez également montré quelques données là-dessus. Ça, c'est juste un autre exemple. Vous savez que si on essaye de faire avaler à des souris des entérocoques résistants à la vanco ou des entérobactères producteurs de carbapénémase, des entérobactéries, pardon, c'est des Klebsiella en l'occurrence, elle va s'en débarrasser assez vite grâce à l'effet barrière de son microbiote intestinal. En revanche, si vous lui donnez de l'ampicilline en même temps, là, l'effet barrière disparaît et là, elle va se coloniser allègrement avec ces germes ultra résistants aux antibiotiques. C'est ce qui se passe d'ailleurs également chez l'homme. Cette plaque est très importante parce que là, pour le coup, c'est des données chez l'homme qui reprennent un peu cette question. C'est un papier qui a été publié dans New England en 2000, ce qui n'est pas banal pour un papier sur l'effet des antibiotiques sur la résistance et le microbiote intestinal. C'était 51 patients colonisés avec des entérocoques résistants à la vancomycine aux États-Unis. Et ils les ont suivis de façon longitudinale. Et vous voyez qu'il y en a 23 qui ont reçu des antibiotiques pendant la durée du suivi. Et là, ils ont regardé chez ces 23 sujets qui recevaient des antibiotiques les comptes d'entérocoques résistants à la vanco sous traitement et ce qui se passait quand ils étaient traités. Et vous voyez qu'ils ont pu séparer en deux groupes les patients qui recevaient des traitements anti-anaérobie. Donc, je vous ai remis en rouge ici la vancomycine, toute pénicilline associée à des inhibiteurs de bêta-lactamase, les pénèmes, la clindamycine. Et là, vous voyez qu'on voit une explosion quantitative du nombre de RV dans les selles de ces sujets. Alors que ces sujets-là qui ont reçu soit du Bactrim, des quinolones, des pénicillines sans inhibiteurs, finalement, n'avaient pas d'augmentation des chiffres de résistance. Donc ça, c'est un travail important parce que, bon, alors ça répond à une question sur la hiérarchisation des antibiotiques, mais vous voyez qu'on retrouve quand même le Bactrim et les quinolones, dont je vous ai dit que ce n'était pas non plus des antibiotiques géniaux pour le tube digestif et pour la résistance en termes d'émergence de résistance. Ça, c'est juste pour reparler du travail de Nathalie Graal qu'on a déjà cité à plusieurs reprises pour vous montrer que qualitativement, si on regarde la résistance, ils n'ont pas non plus retrouvé d'augmentation de la résistance et de l'augmentation du nombre de BLSE chez ces patients qui étaient traités par imipenem en hospitalisation. Étienne vous a montré les données de métagénomique. Alors, juste pour noter qu'il y a quand même pas beaucoup de malades, donc ça c'est peut-être un des problèmes. Le deuxième problème, et qui a été discuté dans l'article, et on n'en a pas reparlé pendant les questions, mais je trouve que c'est aussi important, finalement il n'y a pas d'impact sur l'émergence de résistance, peu d'impact sur le microbiote, et elle discute dans le papier en disant finalement c'est des malades qui étaient très souvent hospitalisés, qui avaient reçu beaucoup d'antibiotiques avant, et finalement, ils avaient probablement un microbiote déjà très perturbé et que c'est peut-être pour ça, finalement, qu'on rajoute une pénème. Mais vous voyez qu'il y en avait quand même 70% qui étaient colonisés à BLSE avant même qu'on leur donne une pénème. Donc, bon, c'est peut-être pour ça que l'impact était plus modéré que ce qu'on pouvait imaginer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a également retrouvé dans le travail sur l'émergence de la résistance chez les fluoroquinolones. Je ne vous ai pas encore montré ces résultats, mais on avait 200 patients qui étaient traités par quinolone, qui n'avaient pas de souche résistante avant le traitement. Et il y en a 20% qui ont vu des souches de coli résistantes émerger dans leur tube digestif. On a regardé les facteurs de risque. Le seul facteur de risque indépendant en analyse multivariée qu'on a retrouvé, c'était l'immunodépression. Ce n'est pas le type de quinolone, ce n'est pas la durée de l'antibiothérapie, c'est pas le Charlson, c'est l'immunodépression, d'accord? Et donc ça, pour nous, ça nous suggère que finalement, c'est des patients qui avaient déjà un microbiote très perturbé et que ceux-là sont plus à risque de voir émerger de la résistance à antibiotiques égales, durée d'antibiotiques égale. Voilà, je vais juste terminer avec cette plaque qui est de nouveau dans l'article d'Étienne, mais pour vous dire qu'il argumente dans ce papier, et je crois que c'est très important, qu'il faut qu'il y ait des études qui soient faites sur l'impact des antibiotiques sur les microbiotes en termes d'émergence de résistance, parce qu'on n'en a pas et qu'il faut forcer l'industrie pharmaceutique à le faire quand ils mettent des antibiotiques sur le marché, parce que c'est un enjeu majeur pour qu'on puisse arriver à les classifier ensuite de bonne façon. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a le temps pour 5 minutes de questions. Pas de questions. Est-ce que le Clostridium, effectivement, c'est un modèle intéressant? Est-ce que tu penses qu'on peut extrapoler ou est-ce que c'est vraiment très spécifique? Tu as une idée ou pas? Je crois qu'on manque de données, enfin, j'en suis sûre même. Non, je crois que c'est très difficile. Je pense que c'est quand même un modèle très intéressant parce que c'est le prototype
de la dysbiose. Et donc, c'est très intéressant pour disons, c'est un peu la partie que j'ai essayé de schématiser en deuxième partie, c'est-à-dire quand on détruit un microbiote, voilà, quel antibiotique risque d'être pire ou meilleur, on n'en sait rien. Après, pour la résistance pure, vous avez vu les données qu'on a, par exemple, sur les quinolones ou sur la ceftriaxone, finalement, c'est très différent comme question. Et donc, voilà, je ne suis pas sûre qu'on puisse l'extrapoler, certainement pas à tout. Et vous savez qu'on parlait tout à l'heure de transplantation fécale. Ça marche très bien dans le Clostridium difficile. Ça n'a pas l'air de marcher aussi bien dans les BMR, les BHR, etc. Et en tout cas, ce n'est pas aussi spectaculaire. Et donc ça, c'est une réponse un peu à l'envers. C'est-à-dire que visiblement, dans le Clostridium, c'est majeur, cette histoire de dysbiose. Dans la résistance aux antibiotiques, et c'est peut-être moins important. On ne sait pas, en fait. Mais je pense qu'il faut faire attention, de toute façon, aux extrapolations, c'est certain. Merci beaucoup. Une question ? Le costumier tard. Pourquoi toutes les études sur l'impact des fluoroquinolones ne prennent pas en compte la norfloxacine, qui est de loin la fluoroquinolone la plus prescrite? La norfloxacine, actuellement ? Ah bah écoutez, je n'aurais pas dit ça, moi, mais justement, j'allais vous dire, je pense que c'est parce qu'elle est très peu prescrite, mais bon, peut-être que je ne sais pas quel est le... Enfin, à ma connaissance, la norfloxacine n'est pas tellement prescrite actuellement. Elle l'a été beaucoup, mais... Je ne parle pas des hôpitaux, je parle en général, y compris en ville. Oui, ça c'est possible. Bah écoutez, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'à l'hôpital, on prescrit quasiment jamais la norfloxacine. Enfin, je parle sous la surveillance de mes collègues, mais je crois que c'est ça la raison principale. C'est parce qu'on l'utilise très très peu. Maintenant, alors il y a eu des études quand même, je dis ça, il y a eu des études chez les, je ne vous ai pas tout montré, mais il y a eu des travaux qui ont été faits chez les cirrhotiques qui reçoivent de la norfloxacine en préventif de l'infection du liquide acide, et on retrouve des concentrations très importantes de norflo, et on retrouve surtout une émergence de résistance au quinone chez ces patients-là qui est également très importante. Donc je pense que ça, en tout cas pour ce qui est du microbiote intestinal, ça ne change probablement pas grand-chose, mais il y a des travaux qui ont été faits. Ça, allez voir du côté de vos services de long séjour. Oui, peut-être qu'il faut qu'on fasse ça en effet. Parce que... Oui, madame, alors peut-être... Oui, voilà. La remarque que tu avais faite, c'était le succès depuis les années 50 maintenant de la TMF sur l'éradication des colites récidivantes à Clostridium difficile. Les essais qu'on fait actuellement dans nos hôpitaux, c'est avec une préparation colique, donc on met du PEG la veille. Est-ce que dans les études d'éradication des BMR, il y a une décontamination avant? Est-ce que la TMF est faite après une prise d'antibiotiques ou une décontamination digestive? C'est une bonne question qui n'est pas du tout réglée. Pour l'instant, pour les bactéries multirésistantes, il y a très peu d'essais randomisés qui ont été faits avec la transplantation fécale. Nous, on a participé à un essai récemment dont les résultats seront présentés à l'ECMIN, qui utilisait une décontamination par colimycine et néomycine pendant 5 jours avant la TMF, mais c'est extrêmement débattu, en particulier avec l'émergence maintenant de souches résistantes à la coli. Donc, personne n'a la réponse pour l'instant. Déjà, on ne sait pas si ça marche. On va rester très modeste. Pour l'instant, il y a des cas cliniques qui ont été rapportés. Il y a quelques séries. Les cas où ça ne marche pas n'ont pas été rapportés. Donc, en fait, voilà, c'est toujours la même histoire. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas d'essai contrôlé, on ne peut pas dire si ça fonctionne, cette greffe fécale chez les patients qui sont porteurs de BHR ou de BMR. Donc, je crois qu'il y a un peu tout pour répondre à cette question. Et après, en effet, il y aura beaucoup de questions sur le mode quel mode de TMF il faut faire. Est-ce qu'il faut faire une décontamination ou pas avant? C'est pas du tout réglé. Dans le Clostridium difficile, on a l'impression que, entre guillemets, tout marche. Là, il y a un essai récent qui est sorti, je dis ça sous le contrôle de Frédéric Barbu, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a un essai récent qui a montré que, par exemple, les gélules, il y a un grand essai là, dans le JAMA qui a été publié le mois dernier, qui a montré que les gélules, sans décontamination préalable, marchaient bien, et aussi bien que, je crois que c'était comparé à la coloscopie. Donc voilà, on a l'impression que c'est très différent pour les bactéries multirésistantes. Et est-ce qu'il faut décontaminer avant? Franchement, c'est une question que je pense personne ne sait et personne ne peut y répondre pour l'instant. 1 minute pour la dernière question. Juste une question. Comment monter un projet pour évaluer
effectivement si entre une molécule A et une molécule B, les conséquences en termes de résistance sont différentes. Si j'ai bien compris, il y a une variation interindividuelle du microbiote, il y a une variation sur les bêta-lactamases, donc il y a des microbiotes qui sont avec énormément de bêta-lactamases, d'autres pas. Il y a le rôle du PKPD et de la diffusion au niveau du type digestif. Et rien que ces 3 variables font que je ne vois pas comment on va pouvoir monter des projets pour regarder si imipenem versus ertapenem, il y a des différences, si ceftalozane tazobactam versus ceftazidime avibactam. Je suis tout à fait d'accord. Et puis qu'est-ce qu'on prend comme endpoint? Le résistant ou la résistance? C'est quoi? Qu'est-ce qui est important? Le résistant? Ça dépend à qui tu parles. Non mais c'est pour ça qu'en fait l'idée c'est comment on peut avancer maintenant. Avec toutes les données que vous nous avez montrées, c'est un excellent symposium. J'ai rarement vu un symposium comme celui-là, je vous félicite tous les 3. Mais comment on fait pour aller plus loin maintenant, une fois qu'on a toutes ces données-là? Alors écoute, je peux même rajouter, merci. Il faut tenir compte aussi des adjuvants. Tu as du sucre et ça impacte sur le microbiote. Ça, c'est trop souvent négligé aussi. Non, mais d'abord, merci pour ces commentaires. Non, je crois que c'est évidemment extrêmement difficile et tu as raison. Et j'ai envie de rajouter d'autres problèmes qu'on a, en particulier quand on parle de patients. C'est qu'il y a une pression de sélection du fait d'être hospitalisé, il y a des pressions de sélection des autres antibiotiques qu'ils ont pu recevoir, dont on a beau dire, mais c'est extrêmement difficile en pratique de savoir exactement si les patients n'ont rien reçu dans les 6 mois précédents. C'est quasiment impossible en fait d'être sûr. Donc il y a énormément de biais et de choses qui modifient ce qui se passe dans le microbiote. Alors ce qu'on a trouvé de mieux pour l'instant, c'est de faire ça chez des volontaires sains. Parce que certes, ils n'ont sûrement pas les mêmes microbiotes d'un gars à l'autre, voilà. Mais quand même, ils n'ont pas été exposés aux antibiotiques, ils sont jeunes, en bonne santé, n'ont pas été à l'hôpital, etc. N'ont pas voyagé, on essaye de prendre cela. Et donc les essais, comme l'essai Cérémy qui est en cours là, à Bichat, est de ce point de vue-là très intéressant. Parce que quand même, voilà, ils prennent des jeunes de 20 ans qui ont pas voyagé, etc. Et ils regardent l'impact direct d'un antibiotique par rapport à un autre, avec des données qui vont être en résistance direct. Donc ça, c'est en effet, nous, cliniciens, c'est probablement ce qui nous intéresse le plus. Et puis, l'impact sur le microbiote et la grande perturbation dont nous a parlé Julien tout à l'heure, qui va être évidemment très importante à prendre en compte également. Mais c'est sûr que c'est des études qui sont extrêmement difficiles à faire. Je pense que quand Étienne discutait ça dans son papier dans CMI, ce qu'il entendait dire, enfin, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il faudrait déjà, et ça serait déjà pas mal, que dans les études de phase 1 des labos pharmaceutiques qui font des études chez des volontaires, qu'on prenne en compte cet aspect sur les microbiotes, qu'on connaisse les concentrations déjà de leurs antibiotiques dans les différents microbiotes et qui est obligatoirement au moins des données en termes de résistance chez les volontaires, ce qui est déjà très utile. Après, quand on est devant un patient, d'abord, on va choisir l'antibiothérapie surtout pour le soigner et le guérir. Donc ça, il faut quand même commencer par ça. Ça, c'est dans la hiérarchie, ça va être le plus important. Mais après, voilà, est-ce qu'il faut plutôt ceftriaxone, cefotaxime? On peut dire plein de choses. Voilà, si la ceftriaxone peut être faite en 1 fois par jour, ça a aussi d'énormes avantages pour les malades. Et donc, il y a beaucoup d'autres aspects qui rentrent en jeu. Donc, c'est de toute façon une question extrêmement difficile. Merci beaucoup. Merci aux orateurs. Merci à la salle. On espère que vous avez passé une très bonne ricaille et on vous donne rendez-vous l'année prochaine.